Yves Hubelmann dispose désormais d'assez d'indices pour représenter ce qu'il y avait avant le palais de la Cité. Oui, on voit déjà que l'île était beaucoup plus petite que maintenant, puisqu'elle faisait seulement 10 hectares, alors qu'actuellement, elle en fait 3 fois plus. Et l'île est ceinturée par cette fortification gallo-romaine qui fait bien 2 mètres d'épaisseur. Oui, les murs faisaient 2 mètres d'épaisseur. Alors, au IVe siècle, effectivement, on construit cette fortification. Notamment, je vois que vous avez représenté des blocs de remploi qui proviennent des monuments abandonnés de la rive gauche. Alors maintenant, on va pouvoir faire apparaître au cœur de ce rempart le bâtiment clé, donc ce palatium. Alors on avait 2 indices seulement pour reconstituer ce palatium. D'abord, un morceau de mur qui l'entourait, que j'ai pu voir en fait dans la station de métro désaffectée à l'intérieur du palais de justice. Et puis également une restitution faite par Théodore Vaquet de l'entrée de ce palatium. Oui, et d'ailleurs, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que cet André correspond actuellement à l'entrée sur la grille du palais de justice actuel. Donc on peut très bien voir que le palais s'est toujours reconstruit sur lui-même à partir de l'époque romaine. Donc on a représenté ce palatium à partir des connaissances actuelles, donc en quadrilatère de 100 mètres de côté, un enclos d'environ 1 hectare. C'était sans doute quelque chose d'assez rustique, puisqu'à l'origine c'est un édifice militaire qui ne devient palatium que lorsque l'empereur y séjourne avec sa cour, ses états-majors et ses bureaux. Mais c'est ce palatium qui deviendra plus tard, au Moyen-Âge, le palais le plus prestigieux d'Europe. En 476, l'Empire romain s'effondre. Mais pas le palatium de l'île de la Cité. Pendant près de 400 ans, il va demeurer un simple lieu de passage pour les rois mérovingiens puis carolingiens. Son visage d'alors reste un mystère. Mais un événement va à nouveau le mettre en lumière. Un coup de théâtre orchestré par les hommes du Nord, les Vikings. Dès le 8e siècle, ces navigateurs scandinaves embarquent pour piller les pays d'Europe de l'Ouest. Nous sommes en l'an 885. Leurs navires déferlent sur la Manche. Les Vikings s'apprêtent à assiéger Paris. L'épisode est méconnu et pourtant crucial. Il va changer le cours de notre histoire et celle du palais de la Cité. Joëlle Delacroix est l'une des rares chercheuses à s'être penchée sur cette invasion. C'est ici, sur la plage des Butins, à Honfleur, en Normandie, que la première alerte est donnée. Il faut imaginer une grande flotte de navires vikings, à peu près 700 navires, qui entrent ici dans l'estuaire de la Seine et qui vont remonter jusqu'à Paris. Leur but, c'est d'aller hiverner en Bourgogne. Et donc, ils vont remonter la Seine et s'arrêter sous les murs de Paris pour pouvoir avoir le libre passage des ponts de la ville. Mais rien ne se passe comme prévu. Les Parisiens s'opposent à leur passage. Les Vikings débutent alors le siège de Paris. Et c'est le palais de la Cité qui va se retrouver au cœur de la bataille. Dans la banlieue est de Paris, au siège de l'un des leaders mondiaux du jeu vidéo, cette bataille spectaculaire est au cœur d'un des volets de la saga Assassin's Creed. Yves Hubelmann pourrait bien trouver ici des réponses. Comment les éditeurs du jeu ont-ils représenté le palais de la Cité? On va commencer avec de l'enceinte romaine. Durant plusieurs années, l'historien Thierry Noël a conseillé les graphistes pour la fabrication du jeu. Il a notamment rassemblé tout un faisceau d'indices pour esquisser ce à quoi pouvait ressembler le palais de la Cité au moment du siège de Paris. Déco intérieure, c'est sobre.
C'est difficile de trouver des sources historiques, c'est difficile de trouver des références aussi d'architecture. Du coup, comment vous avez procédé? Alors, il y a des trucs bien documentés autour de ce palais. On sait qu'il y a l'enceinte romaine documentée. Ça, par c'est exemple, du tardif romain. Enceinte type, bas empire, c'est-à-dire fin de l'empire romain, comme celle qui avait été reconstruite à Paris au IVe siècle. Donc oui, là, on est en Germanie, mais c'est le type d'enceinte qui se faisait à l'époque. Si ensuite on veut se porter sur ce que sont capables de faire les Carolingiens, là, on va s'intéresser à des choses comme le fameux palais d'Aix-la-Chapelle, palais de Charlemagne. Donc sur cette base-là, il est quand même possible, entre les deux, d'imaginer quelque chose qui pourrait être ce palais de la Cité. Ben, tu veux peut-être jouer? Bah avec plaisir, ouais. Alors là, tu vas être un viking, c'est toi qui dois effectivement prendre d'assaut Paris. En remontant la Seine, comme les Vikings l'ont fait en 885, Yves Hubelmann va pouvoir découvrir le palais de la Cité d'avant l'an 1000, tel que les créateurs du jeu Assassin's Creed l'ont imaginé. On a un énorme massif défensif ici. Effectivement, c'est l'île de la Cité dont on reconnaît entre autres l'enceinte d'origine romaine. Ça a l'air monumental en tout cas. On a l'impression d'être devant une forteresse Exactement. Imprenable. Et évidemment, la référence, c'est Aix-la-Chapelle et dont on reconnaît justement la chapelle palatine, cette chapelle octogonale au milieu. On a une représentation qui reprend les éléments architecturaux d'Aix-la-Chapelle, du palais de Charlemagne, ce qui est judicieux parce que c'est un palais qui est contemporain et c'est surtout assez impressionnant à voir. Le jeu permet de revivre un moment historique. Cet instant où tout va basculer dans le destin du palais de la Cité. Donc là, on est face au comte Eudes, j'imagine. Eudes, le gardien du palais. Lorsque les Vikings arrivent à Paris, le roi des Francs, Charles III le Gros, est bien loin. Il séjourne à Aix-la-Chapelle, demeure royale depuis Charlemagne, son grand-père. En son absence, c'est le comte Eudes qui commande et défend Paris depuis le palais de la Cité. Your army will never take Paris, and you will never. Face à lui, Siegfried, le chef des Vikings. Le comte Eudes lui refuse le passage. Les Vikings assiègent Paris durant plus de 18 mois et multiplient les attaques contre ce qui devient le cœur de la résistance, le palais de la Cité. Le siège sera sans pitié. Eudes et les Parisiens sont lâchés par le roi Charles III, qui préfère payer une rançon plutôt que de combattre. Une faiblesse que ce souverain paiera cher. Ce siège en fait de la ville de Paris va changer l'histoire de la ville, puisque à l'époque ce sont les Carolingiens qui règnent encore en Francie occidentale. Mais au cours de ce siège, donc, le comte Eudes de Paris va s'illustrer par sa bravoure, et c'est lui qui ensuite va obtenir le trône à la place du Carolingien régnant. Ce comte Eudes de Paris, c'est le premier Capétien. Et les Capétiens vont faire du palais de la Cité et de Paris leur ville capitale. Les Vikings ont donc permis au palais de la Cité d'entrer dans l'histoire. Il va incarner le siège de la monarchie durant tout le Moyen-Âge. Nous sommes à l'aube de l'an 1000. 4 siècles d'or s'ouvrent. Hugues Capet, Louis VI le Gros, Philippe Auguste, Saint-Louis, Philippe le Bel. Ces monarques emblématiques du Moyen-Âge vont se succéder au palais de la Cité, chacun ajoutant sa pierre à l'édifice pour aboutir à son apogée dans les années 1360. Le fantomatique palais de la Cité va enfin se dévoiler.